Bien, je vais rebondir sur les propos de Géraldine Schmitt, qui disait qu'il n'y avait pas eu un véritable contrôle de gestion de cette opération, malgré ses performances du point de vue social. Et Bernard Prat m'a demandé donc de rajouter un texte qui sera également, comme ceux qui ont été présentés précédemment, affiché sur le site des États généraux du management de la FNAGE. En résumé, ce texte porte sur le passage d'une gestion douloureuse des restructurations à ce qu'on va appeler une métamorphose proactive des entreprises et des organisations. Alors, c'est un petit peu le lien entre la GRH, d'une part, la stratégie, et d'autre part, les aspects, le pôle en gestion de contrôle de gestion et analyse financière, en s'appuyant sur les travaux de recherche-intervention réalisés par l'ISEOR dans un certain nombre d'entreprises et de territoires. Les premiers résultats que nous avions observés il y a déjà un certain nombre d'années, c'est que on peut dire, c'est un résultat scientifique qui reste à tester, bien sûr, dans un plus grand nombre de cas, mais on peut dire d'une manière générale, ce qu'on a observé en invariant, c'est que les restructurations réactives, mal anticipées, qui ne prennent pas en compte le potentiel humain et les hommes dans les entreprises et les organisations, permet de réduire des coûts visibles et augmente considérablement les coûts cachés. On en a de multiples exemples. Les coûts induits par la déperdition de savoir-faire, par la détérioration de la qualité du travail en équipe, les phénomènes de réciprocité dans la loyauté, c'est-à-dire l'entreprise est déloyale, ne nous assure pas, nous a menti ou ne nous assure pas un engagement et une loyauté sur le long terme, eh bien, réciproquement, y compris les survivants, nous ne nous engageons pas non plus sur le long terme et ne nous impliquons pas non plus, nous en tant que salariés, dans le projet de l'entreprise et dans sa stratégie. Donc c'est des non-dits, mais dont on retrouve les traces quand on calcule les coûts cachés. Les coûts cachés, par exemple, de rotation du personnel, de non-qualité, de non-création de potentiel. Et avec des phénomènes aussi régressifs qui sont observés de centrage sur la performance économique à court terme, c'est-à-dire que pour essayer de retrouver en quelque sorte le point mort ou le niveau minimal de rentabilité, on va sacrifier le long terme et donc plus on avance dans le temps, plus les résultats économiques vont se dégrader et donc on va de restructuration douloureuse en restructuration douloureuse et on sait comment ça se finit. Alors, ça c'est le constat pessimiste. Les travaux de recherche amènent sur les projets qui ont été menés. Donc c'est des projets qu'on appelle des projets de recherche-intervention, c'est-à-dire c'est une sorte de recherche collaborative avec les organisations, une sorte d'intelligence collective entre les différents acteurs, une variété d'acteurs, pas seulement les dirigeants. Ils amènent à trouver, à identifier trois principaux axes de solutions. Le premier, c'est la stimulation des stratégies proactives qui constituent des alternatives aux restructurations traditionnelles. C'est-à-dire que quand on mène des processus d'apprentissage organisationnel au sein de développement organisationnel au sein des organisations, on découvre des ressources cachées. C'est-à-dire que, vu de l'extérieur, si on amène consultants, les consultants McKinsey, le modèle qui imite et à tort, parce qu'il ne faut pas déformer l'image Jack Welch et General Electric, qui a eu des aspects positifs. Mais quand on imite cette mode par cette image déformée des restructurations brutales, on a l'impression que, par effet d'imitation, c'est la seule solution. L'image caricaturale, c'est l'analyste financier qui
qui est brillant, qui est jeune, et qui dit à un dirigeant expérimenté, comment ça, vous êtes un incapable, vous n'avez pas mené encore de restructuration dans votre secteur, tous les autres le font. Donc, des opportunités cachées qui constituent des alternatives. Et donc, ça, c'est une question de méthode de management. C'est ce qu'on appelle la conversion des coûts cachés en création de valeur ajoutée. Je vais prendre un exemple très rapidement, puisque c'est un exemple qui est publié. C'est une filiale d'une entreprise multinationale qui s'appelle Rollcool, qui est située en Auvergne, loin des grandes agglomérations. L'entreprise n'arrive pas à trouver, n'est pas dans un territoire où il y a toutes les ressources, et en particulier n'arrive pas à retenir ses ingénieurs et ses cadres de haut niveau. Vu de loin, vu du siège de l'entreprise multinationale, on pourrait se dire, voilà, on avait une aubaine avec des primes d'installation autrefois, on pourrait s'en aller. Eh bien, cette entreprise, en menant une stratégie socio-économique, a imaginé des solutions qui font qu'actuellement, c'est l'établissement pilote du groupe mondial pour un certain nombre de projets stratégiques. Donc, quand on regarde de loin le management de l'entreprise, on se dit c'est une fatalité. Quand on regarde les ressources cachées, on découvre des sources d'espoir. Deuxième aspect, deuxième axe, deuxième conclusion provisoire des travaux réalisés, c'est la nécessité de rénover le contrôle de gestion et en tirer les conséquences dans l'analyse financière et la gouvernance des entreprises. Donc, est-ce qu'il est sérieux d'analyser la valeur ajoutée d'une entreprise quand on sait qu'il y a à la fois des surcoûts historiques et des coûts d'opportunité qui représentent plus de 30%, voire 50% de la valeur ajoutée. Et quand on n'a pas examiné par un contrôle de gestion qu'on va appeler qui soit fondé sur ce qu'on appelle l'interactivité cognitive, et pas un contrôle de gestion de type technocratique, donc un contrôle de gestion qui associe les acteurs, on sait trouver ces marges de manœuvre. Deuxième aspect, la prise en compte des indicateurs de création de potentiel. L'exemple de Géraldine Schmitt, c'est typiquement le plan mené, c'est typiquement un exemple d'investissement immatériel, une création de potentiel qui mériterait d'être identifiée en tant que telle dans les indicateurs financiers, non pas en tant que coût, mais en tant qu'investissement. Et donc, est-ce qu'on ne peut pas aller vers une gouvernance rénovée qui s'appuierait sur des tableaux de bord qui soient plus complets. Il ne s'agit pas de rejeter les indicateurs financiers traditionnels, mais d'élargir leur rationalité. Troisième axe, qui fait l'objet de notre axe de recherche actuel, c'est de passer à un management territorial, élargi des restructurations. Non pas des restructurations, mais des métamorphoses. Et là, il y a deux aspects. Un premier aspect, c'est une sorte d'isomorphisme, c'est-à-dire qu'on retrouve les mêmes dysfonctionnements au niveau des territoires qu'au niveau des entreprises. Il y a un manque de communication, un manque de coopération entre les acteurs, qui va se payer tôt ou tard en termes d'emploi, qui va se payer tôt ou tard en termes de manque de dynamisme économique de ce territoire, d'entrepreneuriat, etc. Les différentes cités, au sens de Boltanski, on pourrait dire qu'on peut les amener à rassembler un minimum leur rationalité pour créer des stratégies proactives. Et quand on l'observe, quand cela se fait, c'est les expériences qu'on mène actuellement au Mexique, d'une part, et puis qu'on a commencé à entreprendre en Wallonie, en Belgique, on s'aperçoit que c'est un investissement très faible en termes de coûts, il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent, et les résultats sont spectaculaires.
Donc même dans une période de crise économique, même quand il y a un manque de ressources financières, en fait, il n'y a pas un manque de ressources financières, il y a une mauvaise utilisation de ces ressources parce qu'elles sont utilisées dans des logiques partielles et non synchronisées. Voilà. Donc il n'y a pas de fatalité pour un territoire. Il n'y a pas de fatalité. Je vais juste prendre un exemple, puisque nous sommes établis aussi à Lyon, qui est l'exemple de la chimie. Vous savez que, bon, il y a eu le textile, et dans l'exemple de la chimie, on s'interroge, il y a eu des rachats d'entreprises, enfin par des entreprises chinoises de certains établissements, on s'interroge sur notre territoire, sur la pérennité. C'est est-ce qu'on est capable d'anticiper ce qui va se passer pour éviter des désastres dans un territoire où la chimie représente non seulement un pourcentage assez important d'emplois, mais par des effets structurants, des effets d'entraînement sur les services, une part importante de la valeur ajoutée économique du territoire. Comment est-ce qu'on est capable, en faisant coopérer les acteurs, en construisant une stratégie commune, d'allonger les chaînes de valeur? C'est une interaction positive, c'est une coopération entre les entreprises de chimie et le territoire. Et donc, voilà un exemple de ce qu'on essaye de faire en sensibilisant le monde politique et le monde industriel qui sont sur des planètes souvent différentes, qui, bien sûr, qui dialoguent sur certains points, mais pas assez sur ces aspects-là. La chimie, bien sûr, il faut allonger la chaîne de valeur. Comment le fait-on? Et comment fait-on pivoter progressivement cette chimie des molécules vers progressivement les biotechnologies, tout en sauvegardant les chimies traditionnelles. Et donc là, il y a des marges de manœuvre. Voilà, donc 3 axes qui constituent des résultats provisoires et qui doivent être consolidés, bien sûr, par bien d'autres expériences. Mais je crois simplement, en conclusion de ce petit texte qu'on a fait pour ces états généraux, notre rôle en tant que gestionnaire, c'est, j'insisterai là-dessus, c'est d'apporter un message d'espoir. C'est-à-dire que dans une mondialisation, dans des phénomènes de crise tels que ceux qu'on connaît, où on a l'impression qu'on va être écrasé par des puissances qui nous dépassent, en fait, nous avons, par la gestion, et ça c'est un langage que les économistes qui est complémentaire, ou qui rénove le langage économique, en tout cas, mais que les économistes ne voient pas parce qu'ils regardent avec des instruments qui sont trop macro, même s'ils disent qu'ils font de la micro. En allant au niveau de l'infra-microéconomique, on s'est retrouvé, et c'est le sens, je crois, des 3 autres, enfin des 4 exposés d'aujourd'hui, on s'est recréé de l'espoir, qui est bien nécessaire dans un contexte où le fatalisme, le stress risque de nous conduire à une crise encore plus profonde. Merci pour votre attention.